Bonjour, bienvenue à cet épisode de la Pause Santé Vitalité, le balado où on explore des enjeux qui nous touchent avec des gens d'ici. Mon nom est Anthony Doiron et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Annette Cormier, qui est gestionnaire du Centre d'excellence sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick, et Dr Nicole Leblanc, qui est membre fondatrice et directrice médicale du Centre d'excellence en trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick. Bienvenue, mesdames. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on pourrait peut-être expliquer un peu quelle est la mission du Centre d'excellence? Bien, la mission du Centre d'excellence est vraiment de soutenir les communautés, les gens atteints avec le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Mais la mission peut paraître un peu noble en soi dans l'entité, mais c'est beaucoup plus vaste que juste le soutien des communautés, le soutien des familles. C'est vraiment adresser la prévention, c'est adresser le diagnostic, c'est faire de l'éducation auprès de la population, auprès des professionnels. Puis c'est aussi soutenir, comme j'ai mentionné, la communauté pour qu'ils puissent, à leur façon, mieux comprendre et soutenir les gens qui sont affectés par le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. L'autre volet qu'on touche aussi au centre, c'est la recherche. Parce que la recherche, c'est l'avenir, c'est les données probantes, ça nous permet de pouvoir toujours être en mode amélioration. Donc, c'est aussi un autre gros volet de notre centre. Mais c'est de vraiment faire en sorte que les individus atteints du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale soient bien soutenus dans leur parcours et trajectoire de vie. Est-ce que c'est un syndrome qui est en grande prévalence au Nouveau-Brunswick ou peut-être même dans les Maritimes? Je ne sais pas jusqu'à où votre centre, un centre d'influence, si on veut, mais est-ce qu'on parle d'un syndrome qui est assez répandu? Oui, en fait, c'est beaucoup plus répandu qu'on le pense. On parle de 4 à 5 % de la population générale. Puis ça, c'est des chiffres qu'on pense qui sont grandement sous-estimés. Parce que c'est pas sondé, on peut pas tout à fait savoir, mais c'est des estimations. Là. C'est des estimations, puis il y a quand même beaucoup de stigmatisation qui entoure l'alcool et la grossesse. Donc, souvent, les gens n'ont pas tendance à vouloir en parler. Puis il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de stigmatisation au niveau de la population. Donc, des opportunités comme celle-ci, pour nous autres, c'est toujours grandement apprécié parce que ça nous permet de faire un peu le volet éducation pour que les gens puissent comprendre un peu mieux le syndrome. Parlons-en justement du syndrome. Qu'est-ce que c'est exactement? On comprend que c'est une personne qui était enceinte et qui a consommé de l'alcool à un moment donné durant la grossesse, puis ça a eu un impact sur le développement du fœtus. Pourriez-vous peut-être expliquer un peu plus en détail ce que c'est? Donc, ce que c'est les conséquences d'avoir consommé de l'alcool pendant la grossesse. À partir de quand? Puis ça, c'est probablement une des questions que les gens posent souvent. Il y a deux questions. À partir de quand, puis c'est quoi la quantité d'alcool? À partir de quand, puis c'est là où est-ce qu'on dit que nous autres, on arrive vraiment avec une perspective de pas de jugement, parce que on peut avoir des effets de l'alcool sur la grossesse aussitôt que la 5e semaine de grossesse. Puis quand on considère qu'il y a plus que 50 % de nos grossesses qui ne sont pas nécessairement planifiées, ah oui. OK, ça fait en sorte que régulièrement, on va poser la question à des gens, puis ils vont dire « Ah oui, j'ai su que j'étais enceinte à 6 semaines, à 7 semaines. » Donc, il y a ce volet-là, il y a le premier volet. Puis l'alcool peut faire des dommages au fœtus pendant toute la période de la grossesse. OK? Donc, ce n'est pas à une période prédéterminée. Dans l'ancien temps, au début, quand on faisait de la recherche, on pensait que le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'était vraiment plus des caractéristiques particulières qu'on retrouvait au niveau du visage. C'est physique, on pouvait le voir chez la personne. On pouvait voir, OK. Mais cette partie-là du visage se développe entre le jour 17 et le jour 22 post-conception. Donc, si on a consommé de l'alcool pendant cette courte période de temps-là,
Puis jour 17, là, ben, si on fait le calcul, c'est à peu près c'est au début, là. 4e semaine, là, quand on continue notre petite roue, là, c'est à peu près la 4e, début de la 5e semaine. Là. Et la plupart des gens, peut-être, ne le savent même pas à ce moment-là. Ils ne savent même pas à ce moment-là qu'ils sont enceintes. Bon. Mais ça, c'est juste la partie pour la formation des traits au niveau du visage. Oui. Pendant tout le reste de la grossesse, les cellules sont très sensibles à l'alcool. Puis ça, c'est les cellules qui vont éventuellement former tout l'être humain. Oui. Donc, c'est le cerveau, c'est le cœur, c'est les reins, c'est les poumons, c'est le système immunitaire. C'est vraiment une problématique qui fait en sorte que toutes les cellules du cerveau, du corps peuvent être atteintes. Puis pendant longtemps, cette proportion-là du visage, ce qu'on sait, c'est que c'est moins de 10% de la population qui vont avoir les traits caractéristiques au niveau du visage. Ça fait en sorte que c'est des enfants qui nous ressemblent, puis qui font en sorte que souvent, ils vont pas être diagnostiqués parce qu'il n'y a pas nécessairement de facteurs physiques on ne suspecte pas à ce moment-là. qui permet d'identifier plus rapidement puis d'orienter vers les ressources adéquates. C'est fascinant. Donc, une personne sur 10 qui est atteinte du syndrome aurait des caractéristiques physiques. Mais il y a 9 personnes sur 10 qui sont atteintes qui n'en ont pas. Oui, absolument. Absolument. Et à ce moment-là, on peut comprendre évidemment qu'il y a une certaine, comme vous dites, un certain tabou. Annette, comment est-ce que le Centre fait pour aller rejoindre ces gens-là? Pour aller les aider à peut-être chercher de l'aide? On fait beaucoup de prévention, de sensibilisation. Donc, dans chacune de nos présentations ou de formations qu'on fait, on a toujours une partie consacrée à la prévention pour sensibiliser les gens. On a fait un beau partenariat aussi avec Bon Copain, les étudiants de médecine à l'Université de Moncton. Donc, eux autres aussi, dans l'initiative de leur projet, vont monter des présentations qui vont apporter dans les écoles, au secondaire. Donc, on sait si on peut toucher cette population-là, les sensibiliser davantage aussi sur la consommation, pas juste sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, mais les effets néfastes sur la santé en général que l'alcool a. Donc, on essaye de cibler cette population-là aussi. Donc, on essaye de trouver des endroits, exactement comme qu'on fait aujourd'hui aussi dans ce podcast, pour sensibiliser les gens, parce que vraiment, l'alcool touche tout le monde. Ouais. 80% de la population, en général, consomme de l'alcool. Donc, c'est un assez haut pourcentage. C'est vrai, ça fait partie de nos habitudes de vie. C'est promu librement. Exactement. Mais en fait, ces initiatives-là de sensibilisation, et là, je reviens à ce que vous me disiez tantôt, Dr. Leblanc, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont atteints du trouble parce qu'on ne peut pas le voir. Fait qu'on on va compter principalement sur le dépistage de la mère. Si je comprends bien, qui va dire, moi, j'ai peut-être consommé de l'alcool. Ou... Comment est-ce qu'on fait pour peut-être aider des gens qui ne savent pas qu'ils sont atteints? Et c'est quoi l'aide qu'on offre à ces gens-là exactement? Bien, je vais peut-être revenir à ce qu'on discutait tantôt, parce que j'avais dit qu'il y avait 2 points. Le premier, c'était le moment, puis la deuxième, c'était la quantité. Fait que ça, c'est un autre élément que les gens souvent vont nous poser comme question. Ils vont dire, OK, j'ai consommé de l'alcool pendant la grossesse. Est-ce que 2 verres, est-ce que 3 verres, est-ce que 4 verres, est-ce qu'il y a une quantité qui est connue comme étant une quantité sécuritaire? La réponse à ça, c'est non. OK? Il n'y a aucune quantité qui est considérée comme étant sécuritaire. Puis, souvent, on va aussi parler, parce que pour nous autres, on appelle ça, comme une brosse ou un binge, OK? Mais une brosse ou un binge qui peut amener au syndrome d'alcoolisation fœtale peut être aussi bas que 3 consommations dans une période de 24 heures. OK? Ouais. Fait que quand on regarde ça en termes de quantité, c'est pas des énormes quantités, mais chaque individu, chaque maman est différente aussi. Donc, ça dépend de sa nutrition, ça dépend du contexte socio-culturel, ça dépend de sa génétique, ça dépend... Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que c'est pas nécessairement tout le monde qui consomme, mais est-ce qu'on est prêt à jouer à la roulette russe? Oui, c'est un risque. Hein? C'est un risque. Donc, vraiment, nous autres, notre consigne, c'est à partir du moment où tu penses vouloir devenir enceinte,
c'est vraiment zéro consommation pour vraiment maximiser le potentiel d'avoir un bébé, un fœtus pleinement en santé. Puis j'ajouterais peut-être là-dessus aussi que maintenant, on promouvoit le couple pour avoir une grossesse saine et en santé. Donc, on encourage aussi les pères de cesser leur consommation au moins 3 mois avant, surtout si c'est une grossesse qui est planifiée, qui est voulue, pour s'assurer que les 2 parents sont autant en santé possible. Donc, on encourage vraiment le lien, le support familial aussi. Puis, on encourage le papa aussi de supporter pendant le plein 9 mois, d'éviter la consommation aussi, juste en effet pour supporter son épouse. Parce que, je veux dire, c'est une des questions où est-ce que c'est que, tu sais, on va dans un club ou qu'on va chez des amis, tu sais, quand on est posé, est-ce que tu veux un verre, puis on dit non, qu'est-ce que la première chose qui nous vient en tête? Ah, tu dois être enceinte. Ouais, c'est ça. On veut normaliser finalement la non-prise d'alcool ou une prise d'une boisson qui est non alcoolisée. C'est un excellent point, ça, en fait, Annette, d'appuyer sa conjointe, parce que c'est sûr que si on a des habitudes de vie qui sont peut-être à l'opposé de ce qui devrait, ce qui est souhaitable, ben la personne qui est avec nous va devoir avoir peut-être une résistance un petit peu plus corsée, là, si elle est peut-être plus portée à prendre un verre. Il faut s'appuyer. Mais puis, on parle aujourd'hui du syndrome d'alcoolisation fœtale. Oui. On sait que l'Organisation mondiale de la santé, une de leurs priorités, c'est justement de diminuer la quantité d'alcool, parce que l'alcool, c'est pas juste néfaste pour le fœtus, c'est néfaste pour la santé. En général. En général, on ne va pas nécessairement aller dans tous les autres aspects de la santé que ça peut affecter, mais je pense qu'en général, de promouvoir la non-consommation d'alcool ou la consommation modéré, à risque très modéré, fait en sorte qu'on va être des individus qui vont avoir une espérance de vie plus longue et on va avoir une qualité de vie qui va être meilleure. Votre mention de la santé du père également me fait naître en moi une question. Est-ce que la qualité du sperme du père peut être affectée par une consommation d'alcool? Est-ce que ça peut avoir un effet sur l'enfant à la conception? Mais ça va pas apporter un diagnostic de trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Mais ce qu'on est en train de mieux comprendre avec la recherche, c'est que ça va affecter la qualité du sperme. Donc, d'affecter la qualité du sperme peut aussi apporter certaines modifications au niveau de l'ADN, peut aussi apporter certaines modifications. Donc, ça peut avoir un effet sur l'embryon, mais pas nécessairement en lien direct avec un diagnostic de trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Parlons-en de la recherche. Une des vocations importantes du centre, justement, c'est de pousser cette recherche-là. Est-ce qu'il y a des éléments récents, des découvertes ou peut-être des zones d'intérêt particulières présentement pour le centre que vous aimeriez nous parler? On a plusieurs projets de recherche qui sont en cours. Si on regarde au niveau national, puis même au niveau international, je pense qu'on a déjà une certaine crédibilité ou une certaine réputation qui est faite à cet effet-là, même en termes de recherche. Nos recherches à date ont ciblé plus, en gros, sur l'expérience de l'individu, puis de quelle façon qu'on est capable d'apprendre de l'expérience de l'individu avec le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale dans sa trajectoire. Mais il y a aussi beaucoup d'études au niveau national, au niveau international, qui sont en train d'être faites sur tout l'aspect génétique. Tout l'aspect un peu comme qu'on a parlé, là, on parlait du sperme tantôt, mais tout l'aspect épigénétique, là, c'est comme une espèce de lumière. Fait que tu as ton ADN, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça va ouvrir la lumière versus pour d'autres personnes, la lumière va rester fermée dans le grand contexte de l'ADN. Mais il y a aussi beaucoup de recherches puis beaucoup d'énergie qui est mise dans toute la sphère. On a beaucoup parlé justement des traits caractéristiques au niveau physique. On a beaucoup parlé du cerveau, mais là, on est en train de faire beaucoup plus de recherches sur tous les autres organes, tous les autres systèmes du corps, puis quels sont les impacts de l'alcool sur le fœtus, mais pas juste pendant l'enfance, mais pendant toute leur vie. Donc, est-ce que ces gens-là sont plus susceptibles ou plus à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires? Est-ce que ces gens-là sont plus susceptibles, plus à risque d'avoir
des maladies immunitaires, des troubles au niveau du système digestif, des troubles... Fait qu'on est vraiment en train de regarder d'une façon beaucoup plus vaste tous les autres systèmes puis les organes du corps pour être capable de voir où est-ce que ça va nous, jusqu'où ça va nous mener. On étudie déjà des pistes par rapport à ça, peut-être aux maladies cardiovasculaires ou oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Évidemment, je présume que on n'a pas encore prouvé à 100% tout ce qu'on devait, mais pourriez-vous nous expliquer un peu ce qu'on a découvert jusqu'à présent? En lien avec ça? En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a découvert qu'il y a des liens. OK. Bon, on a déjà... c'est quand même assez... Écoutez, moi, quand j'ai fini mon cours de médecine là, dans les années 90, là, OK, j'avais un paragraphe gros comme ça sur le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est un syndrome qui, même si ça fait longtemps qu'on a... Méconnu. C'est un syndrome qui est encore méconnu, puis c'est un syndrome où est-ce que la recherche est vraiment en effervescence, là. Mais même 10 puis 15 ans passés, on est encore très centré sur le cerveau. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup plus large que juste le cerveau. Puis ça va faire en sorte aussi que ça a toujours été comme une spécialité qui était plus dans le domaine de la pédiatrie. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les psychiatres commencent à s'intéresser à ça, les cardiologues commencent à s'intéresser à ça, les neurologues adultes commencent à s'intéresser au syndrome aussi. Fait qu'on commence à voir que ça favorise justement le développement ou l'exploration de recherche dans plein d'autres secteurs que initialement n'étaient pas nécessairement les secteurs ciblés. C'est fascinant, mais évidemment, le développement du fœtus, c'est la fondation de l'être humain. Après ça, tout ce qui vient après, le développement psychologique, social, les autres organes du corps. Physique. Mais ça m'intéresse de connaître un peu plus, peut-être, le développement psychologique. Quelqu'un qui est aux prises avec ce syndrome-là, c'est un spectre, ça varie. Mais est-ce qu'il y a peut-être des points similaires? Est-ce qu'on a peut-être une difficulté dans certaines situations sociales? Est-ce qu'il y a une difficulté à l'apprentissage qui est liée à ça? Et également, comment le centre peut-il aider ces personnes-là à vivre mieux avec ce spectre-là? Oui, définitivement, on a des caractéristiques qu'on appelle des caractéristiques primaires qu'on va voir quand même des défis au niveau de l'attention, au niveau du langage, au niveau de la mémoire, au niveau de même l'apprentissage scolaire, au niveau des fonctions académiques, des fonctions exécutives. Donc, ce sont des jeunes qui ont aussi des défis au niveau sensoriel. On parlait de la recherche tantôt. Il y a aussi tout le langage interoceptif, comment est-ce que l'intérieur communique. Ce sont des enfants qui ont des défis, qui peuvent avoir des défis avec pas sentir la faim, pas sentir la douleur, pas sentir la chaleur, ou l'autre extrême, ce qu'ils vont trop sentir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un spectre. Nous, au Centre d'excellence, on évalue vraiment ce qu'on appelle 10 domaines du cerveau. On va vraiment aller voir en ampleur, c'est où sont les forces. Vraiment, on veut maximiser les forces du client. Pour qu'on puisse pouvoir mieux les aider puis les accompagner. Leurs défis vont toujours les suivre. Donc, on essaye de mettre des accommodations ou mettre des choses en place pour pouvoir les supporter dans cette sphère-là. Mais vraiment, ce qu'on veut aboutir, c'est de vraiment reconnaître le profil pour être en mesure de mieux desservir ce jeune-là pour qu'il ait du succès à long terme. Vous parlez tantôt, pour y parvenir également, vous faites des partenariats. On discutait avant l'entrevue que vous avez 2 mamans en fait, travailler avec vous, si je comprends bien. Une dame qui a adopté un enfant qui, lui, elle est aux prises avec le syndrome, et l'autre qui est une maman biologique de l'enfant qui a aussi, est atteint de ce syndrome-là. Pourriez-vous me parler un peu plus de cette collaboration que vous avez avec ces gens-là? Mais je pense que c'est important d'avoir moi, j'ai toujours... Ça vient de Nicole, mais j'ai toujours eu la philosophie de rien de nous sans nous. Oui. Donc, c'est important pour moi d'avoir la parole et de s'assurer que les gens à qui on dessert des services ont leur voix, puis qu'on les écoute, puis qu'ils sont entendus. Donc, tout ce qui a été créé à l'intérieur du Centre d'excellence est souvent fait en partenaire avec nos parents partenaires, nos patients partenaires. Comme comment exemple, la réalité est vécue. Notre logo, ça a été créé par un jeune, une famille, mais la perspective du jeune, quand il a vu le logo, il voulait avoir quelque chose qui allait leur donner de l'espoir. Puis il dit, avant que je conserve mon diagnostic, mon cœur était vide. Mais il dit, maintenant qu'on me connaît bien, puis que toutes les ressources sont en place, mon cœur est plein.
Donc ça, c'était sa philosophie de l'interprétation du logo. Donc, même avec tout le travail qu'on fait avec les communautés autochtones, donc, eux autres aussi, on a établi un très grand partenariat. On travaille avec les aînés. On a même des aînés qui vont accompagner les clients cliniques. Donc, on s'assure que leur voix est bien entendue. On fait des présentations. Les parents partenaires sont avec nous. On s'en va justement à une conférence nationale en octobre à Toronto, où est-ce que justement un de nos parents partenaires et son enfant va être des personnes qui vont présenter à cette conférence-là. Donc, on essaye de les impliquer, on les implique dans la recherche. Peut-être, Dr. Leblanc, tu pourrais parler de la recherche avec nos parents partenaires qui est en cours actuellement. Bien, je pense que l'important pour nous autres, c'est des impliquer dans toutes les différentes sphères. Ça fait peu importe les différentes sphères. Au niveau de la recherche, c'est certain aussi là, que d'avoir l'implication des jeunes et des familles, ça fait partie intégrante là, du processus ou d'un objectif que nous, on s'est donné au centre. Puis, je pense que peut-être une des choses que je voulais peut-être revenir dessus aussi, c'est l'alcool, c'est toxique pour les cellules. Puis le syndrome d'alcoolisation fœtale ou trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est une condition permanente à vie. Fait que pour nous, un de nos objectifs, c'est comment qu'on amène la communauté à mieux comprendre pour qu'on puisse maximiser le potentiel de chacun de ces jeunes-là à vivre leur meilleure vie à l'intérieur de leur communauté. Fait qu'on parle de deux de nos coordonnatrices communautaires qu'on a embauchées qui sont des mamans, mais on a des coordonnatrices communautaires qui sont un peu partout dans la province, y compris une coordonnatrice communautaire pour les Premières Nations, qui vont travailler avec les communautés pour s'assurer que tout le volet éducation se fasse et que les accommodations, les choses à mettre en place sont faites, mais à l'intérieur des communautés. On n'est pas un centre d'excellence pour que tout se fasse à Moncton. Au contraire, notre rôle est vraiment de faire, puis on n'a pas de meilleur terme en français, mais du capacity building, de maximiser les capacités à l'intérieur des communautés pour qu'ils puissent prendre en charge ces jeunes-là, ces familles-là, puis qu'ils deviennent des membres heureux de la société qui contribuent au maximum de leur capacité à l'intérieur de leur communauté. Fait que dans tout notre processus, la partie diagnostic est seulement une petite partie. Mais c'est une partie qui est quand même importante puis qui est significative parce que c'est une partie qui demande beaucoup de ressources, qui est très intensive en termes d'évaluation parce que, comme Annette a mentionné, on va évaluer 10 partie du cerveau. Puis ça se fait pas tout seul avec un médecin. Ça prend un psychologue, ça prend un médecin. Il y a une durée dans le temps également. Ça prend un ergothérapeute. Ça se fait pas 15 minutes. Ça prend un spécialiste en orthophonie. Fait qu'on a vraiment toute une équipe interdisciplinaire qui est à la disposition pour justement faire le diagnostic, pour ensuite émettre des recommandations que les jeunes vont être capables ou que les communautés vont être capables d'utiliser pour maximiser le potentiel de ces jeunes-là. Notre programme au Nouveau-Brunswick est un peu unique de plusieurs façons. Premièrement, on est un programme bilingue. Donc, il n'y a pas d'autres programmes bilingues au Canada, à ce que je sache, au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, nous autres, on a un modèle, le processus d'évaluation dure 4 jours. Puis la raison pour ça, c'est qu'avant de mettre en place le centre, on a fait une évaluation des besoins et des capacités qu'on avait au Nouveau-Brunswick. Puis dans nos écoles, certaines provinces dans les écoles vont avoir des psychologues scolaires. Ils ont plusieurs psychologues scolaires, ils ont plusieurs ergothérapeutes scolaires, plusieurs orthophonistes scolaires. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, ce sont des ressources limitées pour nous au niveau du système scolaire. Donc, on a fait en sorte que quand les jeunes viennent ou les familles viennent pour la clinique diagnostique, ils ont des évaluations complètes dans chacun de ces secteurs-là pour faire en sorte que les recommandations qu'on va mettre en place, bien, c'est quelque chose qui va être capable de les suivre pendant plusieurs années.
Donc, c'est quand même assez taxant, c'est quand même assez intensif pour la famille qu'on sait qu'il doit se déplacer pour venir faire la partie diagnostic. Mais le gros du travail demeure quand même avec nos coordonnatrices communautaires dans les communautés qui vont justement s'assurer que ces accommodations-là sont bien mises en place, tant au niveau de l'école qu'au niveau communautaire, À la maison. qu'à la maison. On travaille régulièrement avec la justice, on travaille régulièrement avec le système carcéral. On sait aussi que si on fait pas ça, si on met pas ces interventions-là en place, que l'effet second de ça serait d'avoir des gens en prison. On sait que certaines études de 30 à 60% des cohortes dans les prisons auraient pu être atteints de l'alcool pendant la grossesse. Donc, on sait que c'est aussi, même si c'est très intensif en termes de ressources en amont, ça va aider, puis ça va prévenir beaucoup d'autres facettes qui sont beaucoup plus néfastes, tant pour l'individu que pour la communauté, que pour la famille, que pour la société. Donc, c'est très, 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 très important d'investir en amont pour justement prévenir puis de s'assurer que ces jeunes-là, ces individus-là puissent avoir des vies pleines, des vies où est-ce qu'ils contribuent de façon positive à la société. On comprend tous les impacts, justement, qu'un tel syndrome peut avoir sur la vie d'un individu, mais heureusement, on a des gens comme vous deux qui font le mieux pour habiliter les communautés à mieux comprendre, les sensibiliser, puis leur donner les outils qu'il faut pour les aider à vivre une meilleure vie, la meilleure vie possible. Docteur Leblanc, Madame Cormier, je vous remercie infiniment d'avoir venu passer du temps avec nous pour vous expliquer la mission du Centre d'excellence. J'ai beaucoup appris, je suis convaincu que nos auditeurs et auditrices aussi. Merci. Plaisir. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de la Pause Santé Vitalité. Mon nom est Anthony Doiron et je vous dis à la prochaine!